Bonjour à tous, je suis Garance et je vais vous parler de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Plus particulièrement, je vais vous présenter des méthodes d'exploitation de GitHub Action Workflow qui permettent notamment d'utiliser, de manipuler une CI qui ne vous appartient pas pour publier des versions malveillantes de packages dans des registres open source, par exemple. C'est vachement bonjour. Ok, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Garance, je viens de le dire. Je travaille chez DEPI avec Ronnie que vous venez d'entendre. Je suis donc dans l'équipe de recherche en sécurité offensive. Et DEPI, c'est un outil d'upstream security, donc spécialisé dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Sinon, je viens de Dijon, la Bourgogne, et comme tous les Bourguignons, j'adore manger et cuisiner. Et la musique. C'est peut-être pour la bouffe que j'ai été embauchée chez DEPI, je sais pas. Avant de vous présenter les techniques d'exploitation de GitHub Action Workflow, je vais introduire la chaîne d'approvisionnement logiciel pour donner un peu de contexte à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est la chaîne d'approvisionnement logiciel? C'est assez simple. C'est comme la chaîne d'approvisionnement matériel, mais appliquée au logiciel. Je vais expliquer un peu. Merci. J'ai fait une petite analogie pour vous, qui est l'analogie d'une usine à peluche, qui sera l'équivalent d'une entreprise qui développe un logiciel. Donc, en l'occurrence, l'usine fabrique des peluches roses mignonnes. Quand l'usine fabrique ces peluches, elle va utiliser pas mal d'outils extérieurs. Elle est spécialisée dans la couture et l'assemblage de morceaux de peluche, mais elle ne va pas fabriquer ses propres aiguilles, ni son propre fil. Elle peut acheter des yeux en plastique pour les coller sur la peluche à une autre entreprise. Tout ça, c'est des composants extérieurs qui vont être utilisés dans la fabrication et qui font donc partie de la chaîne d'approvisionnement matériel. Et de la même manière, un développeur qui développe un logiciel va utiliser beaucoup d'outils extérieurs, des packages qui ne lui appartiennent pas, pas mal d'outils et de code qui proviennent de l'extérieur. Ensuite, pour distribuer la peluche, la faire livrer chez les gens, il va falloir l'empacter, donc on la met dans un colis. De la même manière, les logiciels doivent être empaquetés, donc ils sont build, compilés, transformés en langage machine, etc., pour être distribués plus facilement. Ensuite, quand on prend le côté utilisateur, si on commande une peluche à cette usine de peluche, on va aller voir sur le site web de l'usine à peluche pour commander une peluche. De la même manière, si on veut chercher un outil qu'on veut utiliser en tant que développeur, que ce soit pour faciliter notre développement ou pour directement télécharger un package, on va aller chercher, dans un registre open source, par exemple PyPy, un package qui nous intéresse pour le commander. Et ensuite, il y a la livraison, donc la distribution. Pour la peluche, ce sera un facteur qui va prendre son camion depuis l'usine jusqu'à chez toi pour te livrer la peluche. Et dans le cas d'un package, par exemple, ce sera l'outil que tu utilises pour installer ton package. Donc si tu veux récupérer un package sur PyPy, ce sera pip install ou UV install, choses comme ça. Donc ça, c'est le facteur. Le problème dans tout ça, c'est que chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement, qu'elle soit matérielle ou logicielle, peut avoir un gros impact sur le produit final. Par exemple, quand on fabrique la peluche, si l'usine qui fabrique les yeux que l'usine de peluche achète décide de mettre des yeux laser, le doudou va lancer des lasers. Si l'usine qui empaquette le doudou dans un carton décide d'ajouter un explosif dans le carton, et l'utilisateur final va avoir un carton qui explose. Et le facteur peut aussi décider, par exemple, d'intervertir des colis pour en mettre un dangereux. On arrive donc à deux cas de figure, une chaîne d'approvisionnement sécurisée où tu commandes une peluche pour ta petite sœur et elle est trop contente, versus une chaîne d'approvisionnement pas sécurisée où c'est un peu la catastrophe. Pour être un peu plus spécifique, se recentrer un peu sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, du coup ça va être tous les composants qui vont affecter le développement du logiciel. Et ce, pendant tout le cycle de vie du logiciel. Donc c'est un cycle, c'est rond, ça n'en termine pas. Le développeur développe sur sa machine, il va utiliser des outils de développement, un IDE, des versions contrôle système comme GitHub, GitLab, etc. Ensuite, il va publier son package dans un registre, qui va être consommé par un autre utilisateur, qui va lui-même l'intégrer dans son code, etc. Et donc, chacun des éléments, comme je l'ai dit, peut impacter le logiciel final. Et donc, il suffit d'une brèche dans ce cycle pour que le package final distribué soit un malware, en gros. Et pourquoi c'est compliqué et important? Parce qu'il y a de plus en plus d'outils de développement, parce que les logiciels sont de plus en plus complexes, donc on va utiliser plein de
de plus en plus de fonctionnalités, donc de plus en plus d'outils extérieurs, il y a de plus en plus de diversité aussi, chaque développeur a un peu ses préférences, quels outils utiliser, etc. Donc ça finit avec une surface d'attaque qui est assez énorme à regarder. Je vais vous présenter quelques chiffres maintenant et vous faire un petit historique des attaques récentes sur la chaîne d'approvisionnement logiciel pour que vous voyez un peu concrètement ce que ça représente. Alors, faut savoir qu'elles sont de plus en plus fréquentes, les attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, puisque les attaquants préfèrent s'attaquer à des dépendances, des composants extérieurs qui n'appartiennent pas directement à l'entreprise, mais qui sont directement utilisés dans le logiciel pour attaquer une entreprise. C'est plutôt pratique. Le coût estimé en 2025, c'était 60 milliards de dollars, ce qui est assez énorme, pour 46 milliards en 2023. Et Cyber Security Venture prédit une hausse de 15% par an, donc c'est quand même assez énorme. Ça montre que c'est beaucoup utilisé. Ça, c'est un graphique de Sonatype qui montre l'évolution du nombre de packages open source malveillants qui sont publiés dans des registres open source. Et on voit qu'en effet, il y a une augmentation drastique du nombre de packages open source malveillants, ce qui nous prouve encore une fois que les registres open source sont de plus en plus ciblés par les attaquants. Ça, c'est une petite frise chronologique d'attaques assez impactantes sur la chaîne d'approvisionnement logiciel globale, je dirais, depuis début 2026. Je vous la montre parce que, déjà pour donner un peu de contexte sur quelles sont les attaques récentes, plus pour qu'on comprenne un peu les points d'entrée, qu'est-ce qui permet à des attaquants concrètement de publier des versions de packages malveillantes, et qu'est-ce qui fait que les utilisateurs sont compromis à la fin. Donc, on a eu un incident chez Aqua Security Trivy sur leur GitHub repo. Le point d'entrée, c'est quoi? C'était un GitHub Action Workflow vulnérable. C'est ce que je vais vous montrer après. Ce GitHub Action Workflow, il y avait une vulnérabilité qui permettait d'exécuter du code dans le runner du workflow et de voler un Personal Access Token qui permettait de publier du coup des releases GitHub, des extensions VS Code malveillantes qui derrière sont téléchargées par les utilisateurs d'Aqua Security. Et notamment pendant des credentials qui ont été volés, les attaquants ont aussi publié une action malveillante donc, de Trivy qui est utilisée dans des actions d'autres personnes, puisque comme je l'ai dit, les actions ça marche aussi, c'est comme un logiciel, ils utilisent aussi des morceaux de code qui proviennent d'ailleurs. Et c'est ainsi que Checkmarx s'est fait compromettre, puisqu'ils utilisaient l'action Trivy qui s'est vue avoir une version malveillante publiée. Et donc Checkmarx à leur tour a perdu l'accès, le contrôle à ces tokens et s'est vu publier 66 versions malveillantes de packages sur NPM, donc en leur nom. Donc tous les utilisateurs de Checkmarx se sont à nouveau fait compromettre, enfin à leur tour plutôt. Et c'était, en gros, dans ces versions malveillantes, il y avait un script qui essayait de s'autopropager, donc automatiquement il allait chercher dans les machines des développeurs des credentials, des tokens, tout ce qui peut être utile, et s'il trouvait des tokens qui permettaient de publier des versions sur des packages, des registres open source, et automatiquement il récupérait le token, il injectait le morceau de script qui s'autopropage malveillant dans le package, et il le publiait sur le registre duquel, sur le registre open source. Et donc on avait une nouvelle version malveillante d'un nouveau package, et tous les utilisateurs de ce nouveau package qui téléchargent à nouveau la version, et le script s'exécute sur leur machine, et c'est inverse en fait, ça s'autopropage. Donc ça a eu un impact assez grand, notamment Bitwarden CLI qui a été compromis. Donc ce vers qui a commencé à se propager, on y a ajouté d'autres versions malicieuses avec une autre exploitation de GitHub Action Workflow qui a affecté TanStack, vous en avez peut-être entendu parler. Et donc avec cette seconde vulnérabilité, ils ont exploité le GitHub Action Workflow, volé les tokens et republié un worm qui s'est repropagé. Et ainsi, il y a quand même GitHub qui a été touché, notamment ils ont eu 3800 dépôts internes qui ont été exfiltrés. Il y a aussi OpenAI, Mistral, enfin bref, ça touche des très gros de l'industrie, alors qu'à la base, c'est des packages open source qui sont maintenus pas forcément... ça pourrait être évité quoi. Et on peut parler aussi d'Axios, qui est un événement un peu distinct. Le point d'entrée, c'est pas une vulnérabilité dans un GitHub Action Workflow, c'est du social engineering, mais le résultat est le même, il s'est fait voler son token et on a publié des versions en son nom sur NPM. Tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de points d'entrée depuis début 2026 qui sont les GitHub Action Workflow, donc ça peut valoir le coup d'y jeter un œil et de regarder comment sécuriser tout ça. Et pour sécuriser tout ça, il faut d'abord savoir comment les exploiter, n'est-ce pas? Donc, je vais vous présenter deux techniques.
La première, c'est une méthode qui nous a permis de compromettre un package à 40 millions d'installations semaine sur NPM. Voilà, évidemment pas compromis pour de vrai, on a fait la preuve de concept. Hein. Ce package, c'est IMG Color. Peut-être que vous le connaissez. Je vais quand même faire une aparté sur comment ça fonctionne les GitHub Action Workflow. Pour ceux qui ne savent pas, ça va être rapide. En gros, un workflow, c'est un événement, c'est un morceau de code qui va se déclencher en fonction d'un événement sur GitHub. Donc ça peut être un push, une pull request, un commentaire, etc. Quand il se déclenche, GitHub va créer une VM. Le workflow contient plusieurs jobs et pour chacun des jobs, il va initialiser une machine virtuelle dans laquelle il va mettre un tas d'outils et ensuite il va exécuter toutes les commandes qui sont définies dans le workflow ou alors les actions qui sont importées dans le workflow, dans la VM. Cette VM, pour pouvoir fonctionner, puisqu'elle doit toucher à du code qui est dans GitHub, elle contient toujours un GitHub token. Et ce GitHub token, il a des permissions différentes en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. Soit il y a des permissions par défaut, soit on peut explicitement définir les permissions du token, mais globalement, il peut lire le code, il pourrait l'écrire, il peut affecter aussi les événements GitHub, type créer des issues, des pull requests, etc. Un truc qui est beaucoup utilisé aussi dans les workflows, c'est Action Checkout. Qu'est-ce que ça fait? Donc c'est une action qu'on importe et qu'on exécute dans la VM. Et en gros, ça va cloner le code dans la VM pour qu'on puisse effectuer des actions dessus. Parce que comme il n'y a rien dans la VM, si on ne clone pas le code, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc tous les secrets, notamment le GitHub token, sont stockés dans des variables d'environnement. Alors, maintenant, du coup, je vais repasser à l'exploitation pour de vrai. Déjà, comment on s'est penché sur ce workflow? Pourquoi lui parmi tant d'autres? Parce que l'outil d'EPI dont vous a parlé Ronnie tout à l'heure a flag un workflow. Donc on est allé regarder ce qui se passait et quel était réellement l'impact. Voilà un extrait du workflow. Peut-être que vous pouvez voir le problème pour ceux qui connaissent un petit peu. J'ai mis des couleurs pour vous aider. Premier problème, pull request target. C'est un événement qui va déclencher le workflow à chaque pull request. Et il y a l'événement pull request, mais il y a aussi l'événement pull request target qui est un peu différent parce qu'il s'exécute dans un contexte privilégié dans le repo GitHub. Ça veut dire que quiconque ouvre la pull request va avoir les mêmes accès dans le repo dans ce workflow. Donc si on a un attaquant qui ouvre un fork et que ce workflow run sur son fork, c'est une PR externe, mais elle aura les mêmes droits qu'une PR interne dans ce workflow. Ok. Un autre problème, c'est les permissions, contents right. Vous l'aurez compris, on a un GitHub token donc, qui est injecté au début à l'initialisation de la VM, qui a des accès en écriture au code de la branche sur laquelle ce workflow run. En l'occurrence, c'est la main. Donc, si jamais on pouvait récupérer ce token, on pourrait écrire dans le code à peu près ce qu'on veut. Ensuite, Action Checkout, c'est ce dont je vous ai parlé avant, ça va clone le code de l'APR. Pourquoi de l'APR? Parce qu'ici, on voit qu'on référence la head de l'APR. Donc, on clone le code de l'APR dans la VM, et ensuite, on exécute ses commandes. Pourquoi c'est un problème? Parce que NPM, quand il est exécuté, va lire automatiquement dans le current working directory un fichier qui s'appelle package.json. Et dans ce fichier, on peut avoir des scripts, ici. Ça s'appelle des lifecycle scripts. Ça peut être pre-install, post-install, install. Ça peut être test, comme ici on run test. Et c'est juste des commandes. Et donc, si on contrôle le package.json, on peut globalement exécuter n'importe quel script dans la VM. Puisque, je le rappelle, c'est le code de l'APR qui est cloné et NPM est exécuté dans le contexte du code de l'APR, à la racine de son code. Donc, déjà, on voit qu'il y a un vrai problème, puisque quiconque contrôle l'APR et peut faire en sorte que le workflow s'exécute sur cette PR, peut exécuter n'importe quelle commande, donc peut exfiltrer le GitHub token avec accès en écriture sur le repo, donc peut écrire dans la main branch du repo. Par contre, vous l'aurez peut-être vu, il y a une petite protection, github.actor = dependabot. Ça veut dire que le workflow s'exécute que si l'acteur de l'APR est dependabot. Et je vais déjà introduire c'est qui dependabot, c'est pas nous en tout cas. C'est un bot qui qui est intégré à GitHub, qu'on peut activer. Et en gros, son but, c'est de mettre à jour les dépendances. Donc il va parser les packages.json, les locks, pour automatiquement, s'il voit une version qui n'est pas à jour, juste ouvrir une PR en mettant à jour seulement cette version dans le package.json, et ça s'arrête là. Comme ça, on n'a plus qu'à accepter la PR et c'est à jour. Le problème, c'est qu'on n'est pas dependabot. Mais on peut se poser la question de
quand on ouvre une PR, on peut avoir plusieurs devs qui bossent sur la PR. Dans ce cas-là, qui est l'acteur? Et en fait, dans GitHub, l'acteur, c'est la dernière personne à effectuer une action sur la pull request. Donc, on peut penser que Dependabot pourrait effectuer une action sur une pull request qu'on contrôle pour en devenir l'acteur et déclencher le workflow. Je tiens aussi quand même à vous mentionner les articles de Hugo Vincent et François Proux qui sont hyper intéressants et qui expliquent aussi cette technique. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller les lire. Ils sont vraiment bien. Alors, comment on va usurper l'identité de Dependabot? Premièrement, adopte un Dependabot. Il faut forker le repo. Et dans son fork, on enable Dependabot dans Settings Advanced Security pour pouvoir avoir un Dependabot qui ouvre des PR. Ensuite, pour attirer un peu Dependabot, on va mettre une dépendance qui n'est pas à jour dans notre package.json pour qu'il se déclenche et qu'il ouvre une pull request dans notre repo. Mais on va aussi ajouter, en plus de notre dépendance qui n'est pas à jour, un petit script ici, dans test, qui va être exécuté quand npm run test. Et ce script, il nous permet de récupérer un autre script qui va permettre de dumper toute la mémoire du runner. C'est un script qui a été écrit par Nikita Stupin. Voilà. Et en fait, il va dumper toute la mémoire du runner. Ensuite, on va récupérer que les secrets et on va les encoder en base 64 deux fois. Puisque GitHub, quand il affiche des secrets dans ses logs, va détecter que c'est des secrets en juste checkant leur valeur. Et il va les cacher. Nous, on ne veut pas qu'ils soient cachés parce qu'on veut les récupérer. Donc, on les encode, tout simplement. Et donc, ça, c'est notre payload. Ensuite, on attend. On attend que Dependabot crée une branche qui s'appelle Cloudinary 2.9.0, puisqu'on avait une version pas à jour de Cloudinary. Et il va ouvrir une PR depuis cette branche vers la main de notre repo. Pour l'instant, on est dans notre repo. Ensuite, il faut quand même qu'on passe un petit peu à l'attaque. On va ouvrir une PR depuis la branche qu'a créé Dependabot dans notre repo, qui contient donc le package.json mis à jour et c'est tout, avec la version updatée de Cloudinary, mais aussi avec notre script. Et on va ouvrir une PR depuis cette branche vers la main du repo cible. Donc à ce stade, on est l'acteur de la PR. Puisqu'on a ouvert la PR, on est la dernière personne à avoir effectué une action sur cette PR. Par contre, on a contribué avec Dependabot à la PR. Maintenant, le tout, c'est de savoir est-ce que Dependabot peut effectuer une dernière action sur cette PR pour en devenir l'acteur et que le workflow s'exécute sur notre package.json malveillant. Pour ça, on va retourner sur notre repo. On va retourner dans la PR que Dependabot a ouvert depuis sa branche vers notre main, dans le fork, et on va demander à Dependabot de recréer la PR. Qu'est-ce qui va se passer? Dependabot, il va force push les mêmes changements vers sa branche qui, je le rappelle, est à l'origine de la PR qu'on a ouvert vers la cible. Et donc, il va aussi force push les changements vers la PR de notre fork vers la cible. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il devient l'acteur de la PR, puisqu'il a force push, c'est le dernier personnage à avoir effectué une action sur la pull request. Et donc, quand npm run test, il va récupérer le package.json que nous avons écrit pour Dependabot qui est dans la PR. Et il va exécuter le script et on va récupérer le GitHub token. Voilà. Alors les impacts, je le répète, le GitHub token accès en écriture, on peut l'utiliser pour écrire dans le repo. D'ailleurs, là on l'exfiltre, mais on peut exécuter n'importe quel script, donc on peut l'exécuter dans le runner directement. Ensuite, je ne l'ai pas montré dans cette présentation, mais dans le repo, il y avait un second workflow qui s'appelle CI.yaml qui permet de publier directement sur NPM une nouvelle version de ce package, Lovell Color, à 40 millions d'installations. Et il trigger sur un push depuis une branche du repo. Et comme on est dans une branche du repo, on pourrait faire un push avec notre GitHub token et trigger la CI et publier directement sur NPM. Donc globalement, impact relativement dangereux. Voilà pour la première partie. Dans la seconde partie, je vais vous présenter une autre méthode qu'on a utilisée sur un autre package qui s'appelle talk2 pour time of check to time of use. Donc on va exploiter une talk2 dans un GitHub Action pour injecter du code malveillant dans un package. Je l'ai appelé une pierre 20 coups, vous allez comprendre pourquoi. Je vous présente le workflow, je vous laisse lire tranquillement. Je l'ai un peu réduit pour que vous lisiez mieux. J'ai aussi mis des couleurs, vous inquiétez. Ok, on va y aller tranquillement.
Ce workflow, il run sous l'événement issue comment. Issue comment, comme son nom l'indique, c'est quand il y a un commentaire qui est mis dans une issue. C'est aussi quand un commentaire est mis dans une pull request. Vous remarquerez que le workflow s'appelle publish.yaml, ça nous annonce que du bon. Dans ce workflow, on a aussi une condition ici. Il s'exécute seulement si le commentaire commence par /publishpr. Jusque-là, ça va. On a un ID token en écriture. En soi, c'est pas si intéressant, sauf que dans le workflow, il y a carrément le commentaire que c'est un token qui permet d'utiliser le Trusted Publishing, et en plus, le workflow s'appelle publish.yaml. Donc on peut se douter que ça peut nous servir pour publier sur NPM. Et en effet, ID token, ça nous permet de récupérer un token. Je viens de me rappeler que j'ai fait une slide là-dessus, donc je vous le montrerai après. On a une autre vérification ici. Il faut que l'auteur du commentaire, ce soit un membre du repository. Ça, c'est un peu chiant, parce qu'en tant qu'attaquant, on est externe, on est extérieur au repo, on n'a aucun droit, donc on ne peut pas nous-mêmes faire un commentaire. Ça devient un peu relou. Ensuite, par contre, on a Action Checkout. Donc encore une fois, on va cloner le code dans la VM. Quel code on va cloner? Le code qui est associé au commentaire. Donc si c'est un commentaire sur une pull request, c'est le code de la pull request qui est récupéré. Le problème, vous le verrez peut-être ici, je ne sais pas si vous remarquez la différence par rapport au premier workflow, mais bon, je ne l'avais pas mentionné, donc vous n'avez peut-être pas regardé. C'est une référence qui est mutable. Donc on n'associe pas directement à un commit qui est spécifique ici, on dit juste c'est le code de la pull request. Et ensuite ici, on exécute directement une action qui appartient à la pull request. Donc si on arrive à ouvrir une PR et à faire en sorte que ce workflow s'exécute dessus, on va avoir le code qui nous appartient ici qui est exécuté, et encore une fois, on aura du coup accès au token et on pourra éventuellement publier. Donc c'est quoi time of take to time of use? C'est que, comme je vous l'ai dit, la référence de la PR, elle est mutable. Ça veut dire que quand le mainteneur commente le commentaire pour approuver la PR, en disant elle est OK, elle est clean, je veux que le workflow s'exécute, entre le moment où il commente et le moment où le workflow s'exécute, je vous l'ai dit, c'est GitHub qui initialise une VM, qui l'ouvre, qui met des outils dedans, qui fait plein de trucs, donc c'est un peu lent, ça prend bien 3-4 secondes. Entre ces moments-là, l'attaquant a le temps de publier un nouveau commit dans la PR, et s'il le fait, au moment du checkout ici, comme on récupère le dernier commit associé à la PR, on va récupérer le commit malicieux qui n'a pas été approuvé par le mainteneur. Donc c'est ça, Toctool. Maintenant, ID token write, je vais en parler vite fait. En gros, ça va mettre deux variables d'environnement, action ID token request URL et token. Et ces variables d'environnement, elles nous permettent de demander à GitHub de signer un token pour nous. Donc il va nous retourner un JVT qui va juste dire ce token vient bien du workflow, c'est valide. Et c'est là où le Trusted Publishing rentre en jeu, c'est que sur NPM, on peut configurer le Trusted Publishing pour faire confiance à un workflow GitHub et dire tout ce qui vient de ce workflow, si GitHub assesse que ça vient bien de ce workflow, c'est OK de publier. Donc en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est que, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va juste faire npm publish, tout simplement, mais ce qui se passe derrière, c'est que GitHub va renvoyer un JVT signé au workflow, npm va l'envoyer à npm, JS, le registre, qui va dire OK, ça vient bien de ce workflow, c'est valide pour publier, et on publie. Donc, dans ce contexte précis-là, ID token write, ça nous permet de publier sur NPM. C'est pas toujours vrai. Mais là, ça nous arrange bien. Pourquoi une pierre 20 coups, me direz-vous? Parce que changeset, c'est un repo qui gère exactement 20 packages d'un namespace changeset. Et donc, on a un seul workflow, publish.yaml, qui gère la publication de ces 20 packages. Donc, en étant capable d'exécuter des commandes dans ce workflow, on peut publier 20 versions malicieuses, malveillantes de 20 packages différents qui appartiennent au namespace changeset. Plutôt chouette. Je vais maintenant passer à la partie exploitation concrète que j'ai intitulée le mainteneur et le forkar. Le mainteneur, sur son repo perché, tenait en son workflow le pouvoir de publier. On voit d'ailleurs que dans le workflow, il y a écrit yarn release, ce qui nous permet de publier. Le forkar par l'OIDC alléché, qui ne le serait pas, lui teinte à peu près cette PR. Hyper sympa. PR chouette. À ce code, le mainteneur ne se sent pas de joie. Quelle belle contribution, n'est-ce pas? Et pour montrer sa bonne foi, il ouvre la PR et drop le commentaire « Publish PR ».
Je rappelle, hein, le workflow, il run que s'il y a un commentaire de quelqu'un qui est membre du repo, qui approuve la pull request. Donc publish PR, ça va nous permettre d'exécuter le workflow sur notre PR. Le forkar s'en saisit du commentaire et écrit ce petit script qui vient de Action Talk2 de Adnan Khan, super chouette aussi, je vous conseille d'aller jeter un œil. Je précise qu'il se saisit du commentaire parce qu'en fait il écoute ce qui se passe sur GitHub en continu et dès que le commentaire est récupéré, il exécute ce script qui lui permet d'ajouter un nouveau fichier dans sa PR. Voilà. Apprenez que tout workflow colonnant une référence mutable vite au dépend de celui qui le déclenche. Cette leçon vaut bien 20 packages, sans doute. On voit ici la PR avec la nouvelle action malveillante qui a été ajoutée entre-temps. Vous vous rappelez qu'il n'y avait qu'un fichier avant, un petit readme nul. Le workflow lent et confus clona, mais un peu tard, la PR malveillante et son action. Et l'exécute. Donc là, voilà, on récupère le JVT. On aurait pu faire juste npm publish, mais c'était cool de juste voir les secrets. Et en décodant les logs du workflow, on voit bien ici que l'audience est npm registry, donc ça nous permet évidemment de publier sur npm. C'était le mainteneur et le forkar. Merci pour votre écoute.